alliez nous parler. Alors avant tout, ce que nous aimerions savoir, ce que nos spectateurs et à la fois téléspectateurs aimeraient savoir, c'est comment est né Astérix et Obélix, comment sont-ils nés? Vous savez, on l'a tellement compté qu'on n'arrive plus tellement de s'en souvenir nous-mêmes d'ailleurs. Est-ce que c'est une vieille histoire d'abord? Ça remonte à combien d'années? Ça remonte à septembre 59, c'est-à-dire maintenant une huitaine d'années, si les calculs sont exacts. Nous cherchions une histoire qui se voulait typiquement française et originale qui plus est. Et nous avions d'ailleurs d'abord eu l'idée de faire le roman de Renard en bande dessinée, et un confrère nous a pertinemment expliqué que ça avait déjà été fait. Alors en catastrophe, on a dû chercher une idée, et on est tombé sur nos ancêtres les Gaulois. Alors c'est vraiment là l'origine du Gaulois, ça n'avait jamais été fait encore. C'est-à-dire, ça n'avait pas été beaucoup fait. Assez curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois. Et nous y avons pensé, nous avons eu la chance de tomber sur une idée très simple, et tellement simple que je crois plus personne n'y pensait. Et nous nous sommes trouvés dans la position d'Américains qui auraient redécouvert le Far West. Et nous avons découvert notre Far West à nous, qui était les Gaulois. Parce que le Gaulois, au départ, ne semblait pas un personnage très... Enfin, vous l'avez rendu très amusant, très drôle. Mais au départ, c'est un personnage qui est assez terne, non? Oh non, les Gaulois... Les gauloiseries, non? D'abord, il y avait les gauloiseries, puis les Gaulois étaient des gens extrêmement actifs. Quand ils n'étripaient pas quelqu'un, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup. C'est ce qu'on appelle des teigneux. Ils n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et vous savez, en plus, ça avait un avantage, c'est que la première leçon d'histoire que l'on apprend en classe, c'est les Gaulois. Nos ancêtres, par conséquent, les Gaulois. nous savions que tout le monde était au courant. Mais non, tout simplement, il est bon, je crois, en humour, de prendre quelque chose qui a toujours été traité très sérieusement et de le traiter en humour. L'impact est beaucoup plus fort. Alors l'humour, justement, c'est là l'origine du nom Astérix. Oui, au Bossa, vous savez, ça a été assez simple. Bien sûr, nous nous sommes inspirés de Vercingétorix et de tous les noms en X, en Biorix et tout ça. Et alors, c'est venu très vite. Nous nous sommes bien amusés d'ailleurs à les inventer. Astérix, Obélix, c'est venu très rapidement. Puis il y a eu, bien sûr, Assurance Tourix, Panoramix. Il y a eu tous ces noms en X. Maintenant, ça en devient pratiquement une manie. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous téléphonent, ils demandent à parler à M. Uderzix ou Goscinix. C'est devenu, je crois, une manie nationale. Et comment créer alors le personnage? Pourquoi faire un petit, un grand? Enfin, là, ça oui, justement, posait parce quelques que, problèmes au départ. Oui, voilà, nous avions, Goscinny et moi, une conception assez différente de la bande dessinée humoristique, de ce qui se faisait alors, même il y a 8 ans. Et nous avons voulu faire l'antithèse du héros qui était courant de voir à cette époque-là, c'est-à-dire soit le petit jeune homme bien fait, très sympathique d'allure, de physique. Et justement, on a fait donc cette antithèse, c'est-à-dire un petit, gros nez, assez difforme, mais sympathique par sa drôlerie. Oui, parce que voyez-vous, l'un plus que l'autre tout de même. Et alors nous nous sommes dit... On ne dit pas lequel. On ne dit pas lequel, bien sûr. Vous devriez le voir en noir et blanc, c'est curieux. Mais alors, justement, nous avons pensé de faire un héros qui soit encore moins beau que nous. Et il y a une satisfaction aussi. Et en plus, on peut le rendre comique. Parce que quand un héros est trop beau, les gens qui sont moins beaux que lui en veulent un peu d'être beau. Moi, j'en veux à peu près à tout le monde, d'ailleurs. Alors que là, vous avez l'impression... Alors là, quand même, tout de même, quand je le regarde, je dis... On est heureux d'être commandé. On est heureux d'être commandé, voilà. Bon, racontez-moi l'histoire de comment écrit-on un Astérix? Bien, un Comment ça se Astérix s'écrit de la façon suivante. Tout d'abord, nous nous réunissons, nous cherchons l'idée de base de l'aventure, et une fois que nous nous sommes mis d'accord, nous savons le genre de documentation, parce qu'il faut beaucoup se documenter, ça on ne dirait pas, mais il On le y faut. viendra tout à l'heure. Alors, Uderzo pour le dessin, pour le graphisme, moi pour le texte, et j'écris un synopsis qui est extrêmement détaillé. Je montre ce synopsis à Uderzo, nous en discutons, voir si nous sommes d'accord, et à partir de là, je fais un découpage qui est en tout point semblable à un scénario de cinéma. Exact, c'est exactement ça d'ailleurs. Et alors, Uderzo l'illustre avec son talent rare et coutumier. Merci. Je crois qu'il vous faut répondre maintenant. Oui, J'aimerais je toujours dois le voir en couleur, dire que, non, voyez-vous, moi j'ai une satisfaction évidemment en première, c'est de lire d'abord évidemment en premier. Je suis le tout premier lecteur de Goscinny, puisqu'il me fournit ses scénarios.
Et je dois dire que je m'amuse follement. Il y a eu une époque où Ça me c'était gêne d'ailleurs de également- le dire parce qu'il est présent, mais je m'amuse réellement follement. Et je ne dirais pas que je continue à m'amuser en dessinant, parce que ça deviendrait idiot de s'amuser 10 heures par jour, hein, et de rire 10 heures par jour. Donc c'est sans problème, si vous voulez, du fait que son scénario est extrêmement bien bâti. Je vois tout de suite ce qu'il a voulu rendre. Et puis vous savez, nous avons une très grande habitude de travailler ensemble, puisque ça fait tout de même 16 ans que nous travaillons ensemble. Nous avons les mêmes idées en ce qui concerne la bande humoristique, et ça se fait très facilement. Mais le texte, une fois qu'il est écrit, Oui. il est retouché, ou enfin les petites pointes d'humour. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une documentation importante. Oui. Vous y faites appel longtemps à l'avance. Ah oui, avant- C'est une recherche avant. Vous avez l'idée du lieu où va se dérouler l'action, et à partir de ce moment-là, vous vous documentez. C'est cela. Par exemple, nous décidons de faire un épisode qui se passe, mettons, en Chez les Grande-Bretagne. Bretons, oui. Eh bien, à ce moment-là, je commence à réunir toute la documentation, tous les livres où il est question des Bretons, de l'invasion de César en Bretagne à cette époque. Je relis d'ailleurs assez régulièrement les commentaires sur la guerre des Gaules. Et puis tout ce que je peux trouver, parce que dans toute cette documentation, il y a quelques détails qui nous sont très importants. Il faut qu'il y ait une base réelle. Oui, mais vous sortez quand même bien souvent de la guerre des Gaules. Ah, mais bien sûr, une fois que j'ai bien appris ma documentation, je l'oublie totalement pour faire mon histoire. Et quelquefois, il en revient un petit quelque chose qui donne cette base d'authenticité. Et vous ne pensez pas que ça peut être dangereux, ça, pour les enfants, de leur raconter, parce qu'on leur présente le Gaulois, ma foi, comme le Superman. C'est pas Non, tellement grave. écoutez, non, parce que nos Gaulois, finalement, ils sont gourmands, C'est vrai. ridicules, désordonnés, souvent un peu bêtes dans les choses qu'ils font. Alors si on a montré comme cela le Superman, ben, notre Superman est à revoir. La seule chose, nous leur avons donné une invincibilité parce que nous ne voulons pas faire une histoire de suspense. Il ne faut pas que le lecteur s'inquiète sur ce qui va leur arriver. Il ne va rien leur arriver. Nos Gaulois ne craignent qu'une chose, c'est que le lecteur leur tombe sur la tête. Vous comprenez, si le lecteur les abandonne, là c'est fini leur invincibilité. Mais tant que le lecteur voudra bien les lire, eh bien mon Dieu, oui, bien sûr, quand ils attaquent à deux une légion romaine, ils gagnent. Mais vous comprenez que nous ne pouvons pas nous permettre, pour tout un tas de raisons, y compris un contrat assez draconien, de les perdre à la deuxième page du premier album. Bien sûr. Nous n'aurions pas le plaisir d'être en couleur ici. Vous êtes très beau en couleur. Faut aussi faire Et il y a déjà 9 albums d'Astérix et Obélix, traduits dans combien de langues? Eh bien, les albums ont été traduits. Les histoires d'Astérix ont été traduites en espagnol, en allemand, en anglais, en hollandais et en italien. Est-ce que votre humour, René Goscinny, est traduisible en toutes les langues? Parce que je pense à certaines choses, par exemple l'attaque du courrier de Luc Dunhomme ou les encombrements de la 7, des choses comme Oui. ça. Est-ce que ça, ce qu'en espagnol... Ben, justement, il y a des problèmes. C'est-à-dire que certaines choses sont traduisibles. Je crois que les encombrements, malheureusement, Oui, sont on y connus retrouve aussi à dans le Madrid. monde entier. Par contre, le courrier de Luc Dunhomme, et c'est curieux que vous m'en parliez parce que j'ai vu la traduction espagnole et j'ai tiqué là-dessus et j'ai demandé qu'on le change parce que ça ne veut rien dire pour eux. Oui. C'est une chose qui est assez difficile à traduire, certainement. Et nous l'avons fait au départ pour des lecteurs français, alors évidemment ça pose des problèmes. C'est faisable, j'ai vu des très bonnes traductions, notamment la traduction anglaise qui est excellente. La traduction italienne est très bonne aussi. Oui, à Rome, comment apprécie-t-on? Ils sont fous, ces Romains. Ben, vous savez, quand on dit ils sont fous ces Romains, c'est tout dire. Quand nous avons appris qu'ils le traduisaient, nous avons crié en chœur, mais ils sont fous ces Romains. En tout cas, ils ont le sens de l'humour, c'est l'essentiel. Est-ce que parmi tous ces albums que nous avons là dans le décor, il y a un enfant chéri? Non, pas spécialement. Alors je vais vous demander, vous, pour le texte, quel est celui que vous préférez? Quel est le plus drôle pour vous? Vous voudriez que je dise que c'est Obélix. Évidemment, il y a un petit penchant pour Obélix parce que pour moi qui fait le dessin, qui le dessine, il me paraît plus facile à manier. Parce qu'il a des réactions que tout le monde a. Oui. Voyez-vous, il peut être envieux, jaloux, coléreux, enfin tous les défauts d'un homme normal. Il est peut-être un peu plus humain que le héros qui a normalement une ligne de conduite à suivre.
Mais sinon, on les aime tous les deux, évidemment. Ils sont... Et alors, parmi les albums, alors là, est-ce qu'il y en a un que vous préférez? C'est une question qu'on nous pose souvent, évidemment, et on répond invariablement, c'est le prochain qui viendra. Ou le premier, non? Non, parce que Non, voyez-vous, pas c'est une spécialement. question qui équivaut à répondre quels sont les 8 que vous aimez moins. Nous, on n'est pas romains, on n'est pas fous, nous. Alors, vous les aimez tous. C'est le prochain est en préparation. Ah, le prochain doit sortir au mois d'octobre. Et il s'appellera? Astérix légionnaire. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Astérix, Obélix. Notre prochain rendez-vous ce soir à 6h pour notre journal. Bonsoir.